Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant que les dernières personnes s'installent, je vous propose de commencer pour que nous puissions optimiser le temps, le peu de temps que nous avons à disposition pour un sujet aussi vaste, aussi complexe et aussi passionnant. Donc je me réjouis d'avoir cet échange avec vous. Le but de toutes ces 2 journées de débat, c'est précisément de débattre, de vous informer de la situation, d'approfondir un certain nombre de sujets et puis d'expliquer et d'être le plus pédagogique possible pour, comme je le disais, un sujet particulièrement complexe, dense. C'est pour ça que je me réjouis d'avoir de grands pédagogues à mes côtés et un petit peu plus loin de nous, un intervenant qui est libyen. Et je pense qu'on ne peut pas parler de la Libye en ayant un regard de l'autre côté de la Méditerranée. Nous allons avoir ces 2 visions et ces 2 perceptions, parce que c'est important de prendre en considération. Ah, vous voyez, on va peut-être avoir la musique qui va un petit peu perturber notre débat, donc on va hausser la voix pour être un petit peu plus affirmatif. Pour ce débat qui porte sur une question qui finalement perturbe les relations internationales, non seulement dans la relation de part et d'autre de la mer Méditerranée, mais bien évidemment depuis le chaos créé par l'intervention britannico-américaine sous couvert de l'OTAN en 2011, avec toute cette déflagration. On verra d'ailleurs précisément quelles sont les contingences de la déstabilisation libyenne. Ce n'est pas seulement la Libye qui est déconstruite ou péniblement en fragile reconstruction, mais l'ensemble du voisinage, l'Afrique du Nord, le Maghreb et bien évidemment par incidence le Sahel. Je me réjouis d'avoir d'ailleurs à mes côtés mon directeur de recherche de mon institut, Kader Abderrahim, qui nous fera un panorama de la manière dont la déstabilisation libyenne finalement a perturbé les aires géographiques qui nous sont particulièrement importantes, puisque nous y avons déployé des troupes, je pense précisément au Sahel, avec cette déclinaison donc du délitement en cours dans cette région du monde depuis 2011 et précisément depuis 2013, où la France y a envoyé des soldats. Pourquoi ce débat est important ? Premièrement, parce que la Libye est d'une certaine façon une sorte de condensé de la concentration d'intérêts qui s'y jouent. Des intérêts conflictuels en Méditerranée, en mer donc, avec une nouvelle logique d'un affrontement ou d'un activisme diplomatico-militaire avec des puissances régionales. D'ailleurs, le président Macron évoque le nouveau jeu de puissance qui est en cours en Méditerranée. Et de ce point de vue, on a bien vu l'été dernier, non pas en 2021 mais en 2020, que la Turquie elle joue un rôle particulièrement important et d'une certaine façon est en train de changer la nature de ce conflit. On y reviendra évidemment au cours de notre réflexion. La question de la Libye porte aussi sur les ingérences extérieures. Est-ce que la Libye est la résultante d'une guerre civile ? Comme vous le savez, le colonel Muammar Kadhafi est décédé en octobre 2011, précédant avec évidemment la conséquence d'une guerre civile ou en tout cas d'une révolution, d'une révolte de la part de sa population dans la continuité des printemps arabes. Il se trouve que là où la démocratie s'est ancrée, péniblement mais néanmoins ancrée en Tunisie, dans le pays limitrophe, force est de constater que la Libye a pris un chemin radicalement différent. Peut-être qu'il est intéressant de comprendre pourquoi, de part et d'autre de ces 400 et quelques de frontières, il y a une différence d'approche par rapport à ce momentum, donc cette révolte d'une population jeune qui se sentait tout aussi exclue que ses voisines tunisiennes et égyptiennes, où les révolutions arabes ont abouti à un changement accompagnant un substrat ou une inclinaison vers la démocratie. On pourra revenir évidemment sur cette question par rapport à ce qui se passe actuellement en Tunisie et par rapport à ce qui se passe évidemment dans le voisinage plus élargi. Mais la Libye est effectivement le théâtre de puissance ou de jeux de puissance avec des externalités de pays voisins et donc du coup avec un rôle que devraient jouer ces pays voisins pour la stabilisation, mais on voit qu'actuellement ces pays voisins jouent un rôle dans l'actuelle déstabilisation avec l'apport de mercenaires, l'apport de combattants étrangers et bien évidemment l'exportation d'une conflictualité qui voit sur d'autres théâtres, Golfe Persique, un certain nombre de puissances s'affronter, la Turquie et le Qatar d'un côté, en schématisant à l'extrême, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte de l'autre, sous une logique d'opposition à la place que devrait jouer l'islam politique et précisément une critique de ce que
les uns accusent les autres d'être, c'est-à-dire liés à une mouvance qui s'appelle les Frères musulmans. On y reviendra, je crois, dans ce débat, avec évidemment la nature ayant horreur du vide, un sentiment de carence institutionnelle qui profite à d'autres, appelons-les des groupes armés terroristes, d'inspiration djihadiste, ou en tout cas mettant en avant l'agenda aussi islamiste sur ce territoire. Ce débat ne pourrait être logique que s'il est complémentaire, avec des points de vue académiques, des points de vue opérationnels, le point de vue de praticiens, le point de vue de personnes qui connaissent la Libye, qui y sont rendues plusieurs fois récemment. Madame Liseron Boudoul à ma droite, grand reporter à TF1, des experts, comme je le citais précédemment, mon collègue Kader Abderrahim, qui est non seulement maître de conférence à Sciences Po, mais également directeur de recherche au sein de mon institut, et mon collègue et ami Oussama Othman Assed, directeur du Libya Research Center for Strategic and Future Studies. Contrairement au nom de son think tank, il est parfaitement francophone, c'est rare, et donc nous aurons la chance d'avoir un expert libyen qui nous parle de Tripoli pour mettre en avant la perception peut-être différente que nous avons de cette conflictualité ou de cette instabilité pérenne, trop pérenne. Voilà, Oussama, nous vous saluons, nous vous voyons. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Voilà, et vous nous entendez. Merci beaucoup, Oussama, d'être présent. Oussama intervient au pied levé, puisque devait intervenir un autre de mes collègues, un autre spécialiste de la Libye, Jalal Arkaoui, qui est attaché supérieur de recherche à l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, car j'ai oublié de dire que la Libye est aussi un enjeu de préoccupation, un sujet d'intérêt, car la question migratoire s'y télescope avec la criminalisation de ces flux migratoires, et bien évidemment cela occasionne un intérêt ou peut-être une crainte de la part d'un certain nombre de pays du voisinage, en tout cas du voisinage nord de la Méditerranée, plus précisément les pays qui lui sont le plus proches. Je pense notamment à l'Italie, qui a toujours eu un regard un peu différent que la France par rapport à l'agenda libyen. Jalal n'est pas là, mais nous nous réjouissons d'avoir Oussama. Nous devions aussi avoir, et c'est particulièrement dommageable, mais néanmoins excusable, la présence ou le message de Emanuela Del Rey. On ne peut pas parler de la Libye, comme je le disais, sans omettre ou sans oublier que la Libye fut une colonie italienne entre 1912 et 1943 et que cela aussi a gardé un impact et permet de lire d'une certaine manière le particularisme de regard que porte la diplomatie italienne. Emanuela Del Rey était ancienne vice-ministre des Affaires étrangères, donc elle s'est intéressée plus particulièrement à la question libyenne, qui est, je crois, au top, si on peut s'exprimer ainsi, de l'agenda diplomatique italien, mais elle est désormais, et c'est aussi une conséquence de ce que nous allons dire aujourd'hui, la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, avec toutes les incidences, comme je le disais, de la déflagration et de la déconstruction de ces deux espaces, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne. Emanuela m'a fait un texte que je ne vais pas vous lire, car cela obérerait un peu notre débat, mais je vais vous donner quelques éléments qui vont poser le débat pour ensuite engager cette réflexion en vous incitant à regarder a posteriori le site internet de Normandie pour la paix, car Emanuela fera un interview in extenso de ce qu'elle voudrait dire. Alors déjà, elle voudrait rappeler que les pays européens ont longtemps été désunis pour traiter de la question libyenne, avec des concurrences, pour ne pas dire des oppositions de point de vue. Mais c'est en train de changer avec des initiatives diplomatiques, la conférence de Berlin en juin, la conférence de Berlin en janvier, donc l'initiative d'un retour ou d'une implication plus forte de la diplomatie allemande. Bien sûr, la diplomatie italienne n'est pas en reste. Elle a organisé plusieurs réunions intra-libyennes, notamment à Palerme en 2017. Comme vous le savez, la France en a organisé 2 en 2018, mai 2018 et juillet 2019. Et puis bien évidemment, dans la perspective d'avoir désormais une politique européenne, ou à défaut d'une politique européenne, une politique plus convergente, au moins de la part de 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Italie, puisque les 3 ministres des Affaires étrangères, Heiko Maas pour l'Allemagne, Jean-Yves Le Drian pour la France et Luigi Di Maio, organiseront le 12 novembre prochain à Paris la prochaine réunion intra-libyenne pour traiter des questions qui restent en suspens. Le processus politique,
inclusif, comme on a la coutume de l'appeler, donc permettant à tous les Libyens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur appartenance tribale, à participer à un processus électoral, avec un respect calendaire donc, que l'on peut interroger, élection prévue théoriquement le 24 décembre prochain. Mais également une position donc européenne qui impacte aussi sur la solidarité des pays européens entre eux, au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN, car évidemment, la question de la stabilité libyenne impacte évidemment sur celle de la stabilité du voisinage maritime de la Libye et donc des eaux territoriales italiennes, maltaises, grecques et de facto turques. On y reviendra sans doute au cours de ce débat. Un sujet donc qui amène l'Union européenne à avoir une position plus unanime, mais qui pourtant, en étant plus bref dans mon propos, a démontré depuis maintenant une dizaine d'années, chute du colonel Kadhafi en octobre 2011 et le chaos qui lui a succédé, que la position européenne n'existe pas ou n'a pas existé jusqu'à présent. Donc, on peut affirmer légitimement, et ce sera peut-être une première question que je vous poserai, Kader et Liseron, que finalement, la Libye est la résultante de l'inaction ou de l'incapacité de l'Union européenne à avoir une position cohérente et structurée. Deuxièmement, la question libyenne ne se résume pas qu'à l'Europe. C'est une question qui implique l'interaction, la mobilisation d'autres acteurs, avec le retour d'acteurs qui, jusqu'à présent, évidemment, l'Empire ottoman fut une réalité pendant 4 siècles. La Libye fut un protectorat ottoman avant d'être un protectorat italien, enfin une colonie italienne, puis un protectorat britannique. Et puis, bien évidemment, je pense à des pays qui ont une politique méditerranéenne ou qui redécouvrent leur politique méditerranéenne. C'est le cas de la Russie, évidemment, c'est le cas des États-Unis, avec peut-être là aussi quelques incidences sur les différences d'approche entre les 3 derniers présidents américains. J'y reviendrai peut-être ultérieurement. Et puis, comme je le disais précédemment, une volonté de gérer la question libyenne à travers la nécessité de trouver une réponse à 3 questions. Comment peut-on lutter efficacement contre les groupes armés terroristes qui se jouent de l'absence d'État ? C'est particulièrement vrai en Libye, mais c'est également vrai dans les pays du voisinage. Comment trouver une politique concertée, donc humainement acceptable par rapport à cette question migratoire ? L'on dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Moussa Mahamat Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, que 700 000 migrants, 700 000 réfugiés se trouveraient actuellement dans une 50aine de camps en Libye. Donc comment tenir compte de ce fait, non pas cette menace, de cette réalité, comment l'appréhender, comment l'accompagner d'une certaine manière. Et puis troisième élément, comment sortir la Libye de cet écheveau qui fait que l'interventionnisme occidental, tel qu'il fut réalisé en 2011, n'a pas abouti au but final recherché, c'est-à-dire la reconquête, donc la reconstruction de l'État, le nation building, comme diraient les anglo-saxons, la défense de la souveraineté territoriale, de l'intégrité territoriale. On dit qu'il y aurait, et vous me corrigerez si je me trompe, non pas 20 000 étrangers entre mercenaires russes, supplétifs soudanais, yéménites, turkmènes, syriens, mais si l'on compte les rebelles tchadiens qui se réfugient de part et d'autre de la frontière entre le Tchad et la Libye ou entre le Soudan et la Libye, près de 40 000 étrangers combattants en armes, ce qui évidemment obère et rend particulièrement difficile la stabilisation de cet État. Je dis cela parce que c'est une des conditions de la tenue d'élections que tous les mercenaires et les étrangers aient quitté la Libye. Force est de constater qu'en 3 mois, ça va être très difficile de chasser 40 000 sous-traitants qui servent les intérêts donc des pays qui les ont fait venir, la Turquie d'un côté, les Émirats arabes unis de l'autre, et je rajouterai la Russie avec la désormais bien connue société militaire privée Wagner qui opère sous d'autres cieux et qu'on a vu revenir dans l'actualité récemment au Mali. On dit qu'il y aurait 2000 supplétifs, sous-traitants, non pas russes, mais appartenant à cette société militaire privée russe.
Voilà quelques éléments que je livre à votre sagacité, en n'omettant pas un point important, c'est que la Libye suscite beaucoup de convoitises pour une question qu'on en viendrait presque à oublier. Les 48 milliards de barils de pétrole, de réserves. La Libye constitue 39% des réserves pétrolières du continent. Peut-être est-ce là la raison de l'opération Harmattan pour chasser le président Mouammar Kadhafi. Peut-être est-ce là aussi la raison pour laquelle ce territoire n'arrive pas à être stabilisé. Je ne fais que livrer cette question à votre sagacité. J'ajoute que les 48 milliards de barils de réserve sont augmentés par les 50 milliards de mètres cubes de gaz qui se trouveraient entre la Turquie et la Libye, justifiant un accord le 27 novembre 2017 entre le gouvernement de l'époque, gouvernement d'accord national, et le président Erdogan pour exploiter la zone économique exclusive qui, de facto, rogne sur la zone économique exclusive de la Grèce, ce qui a créé, comme vous vous en souvenez, quelques tensions au sein de l'OTAN, et plus précisément entre la France et la Turquie, qui s'est trouvé à quelques encablures d'une conflictualisation très lourde de conséquences entre deux membres de l'organisation otanienne, de l'Alliance Atlantique. On y reviendra là aussi. Voilà quelques éléments de langage et d'introduction que je voulais vous livrer. En donnant la parole, si vous en êtes d'accord, Kader et Liseron, à Oussama, qui, comme je le disais précédemment, parle un français remarquable, mais qui pourra commencer par nous dire comment, du point de vue libyen, et singulièrement de Tripoli, la situation est perçue. Nous avons le sentiment que pas grand-chose n'a avancé depuis la conférence de Berlin le 23 juin dernier. L'horloge tourne, le calendrier est serré, les élections sont prévues le 24 décembre. Quelle est la perception à Tripoli par rapport à cette possibilité ou non de faire les élections? Et si elles ne peuvent pas avoir lieu, quelles en sont les raisons évoquées par le leadership politique à Tripoli et à Benghazi? Oussama, nous vous écoutons. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis ravi d'être parmi vous et je m'excuse si mon français n'est pas très bien, mais je vais essayer de parler et de communiquer et d'exposer la situation en Tripoli. Tout d'abord, tout le monde maintenant parle des élections en Libye parce que c'est une date qui est très importante pour les Libyens et je crois que la plupart de la population libyenne veut qu'il y ait des élections pour qu'il y ait un changement de la direction politique du pays. Mais je crois que les opinions sont un peu partagées parce que à l'ouest de la Libye, il y a une crainte que les élections présidentielles telles que la loi électorale a été présentée par le Parlement favorisent Haftar et Abdel Fattah. Et je crois qu'il y a une crainte énorme parce que Haftar gagne les élections et devient le nouveau président. Alors, à l'ouest de la Libye, il y a une forte opinion qui demande est-ce que les élections soient partagées. Il y a une séquence. Le 24 décembre, il y a les élections législatives et après les élections présidentielles. À l'est, c'est un peu différent parce qu'il y a, je crois que Haftar est quasiment assuré qu'il va gagner les votes à l'est et au sud, donc il pousse pour avoir des élections le 24 décembre. Mais je crois que ce que nous vivons en Libye, ce qu'on peut observer, c'est que je crois qu'il y a un écart entre la direction politique d'une part et la population locale, soit à l'est ou au sud, et d'autre part, je crois que même la communauté internationale a une approche un peu superficielle et je dirais même parfois elle est très pressée à accueillir des résultats pour une raison que vraiment n'est pas très claire. Je crois que ce qui manque en Libye, c'est qu'on n'a jamais eu un dialogue pour créer une plateforme commune entre la population libyenne. Tout à l'heure, vous avez évoqué que,
il y a eu, ça fait 10 ans qu'il y a eu une révolution contre Kadhafi, mais le problème, c'est que les raisons qui ont poussé la population à révolter sont toujours là. Parce qu'il y a toujours une crainte de l'autorité, il y a toujours la corruption, et puis il y a toujours une politique étrangère qui était vraiment incompréhensible et que la population libyenne voyait qu'elle était contre les intérêts économiques de la Libye. Alors, si maintenant les élections vont être organisées, je ne crois pas que ça va résoudre la solution, que ça va résoudre le problème libyen. La crise va continuer et les différences d'opinion, de vue, de position vont être plus aiguës. Et je crois que même si les élections sont organisées, nous allons vivre une crise énorme, aiguë, et je crains même qu'il y aura des confrontations militaires entre les différentes factions, parce que c'est difficile à ce que les résultats soient acceptés par le parti perdant. Alors, je crois que l'erreur que tout le monde fait, que nous faisons depuis 2011, on pousse et on se précipite pour une solution qui est superficielle, qui nous fait tomber dans une crise plus aiguë, et on se retrouve finalement dans une période de transition qui va durer, je ne sais pas, 20 ans ou plus. Bon, je vais être un peu bref, je crois que c'est là la situation. D'autre part, l'intervention internationale, maintenant il y a un rapprochement entre la Turquie et l'Égypte, et je crois que ce rapprochement entre la Turquie et l'Égypte crée des tensions au sein des alliés des deux parties. Et comme vous remarquez, ce qu'il y a eu par exemple la vote au Parlement de Tobruk contre le gouvernement de Dbeibah, elle était venue juste après la visite de Dbeibah au Caire et les accords qu'il a annoncés. Je crois que ça a été une réaction de Aguila Saleh et de Haftar pour arrêter le rapprochement entre l'Égypte et Dbeibah et pour créer, je crois, une atmosphère inconfortable pour l'Égypte vis-à-vis de Dbeibah. Et d'autres choses, comme vous remarquez aussi, qu'au niveau de la direction politique à l'ouest, elle n'est pas très confortable avec le rapprochement entre la Turquie et l'Égypte, et se précipite à s'ouvrir sur les Émirats et sur l'Égypte. Et je crois que même les incidents que nous avons eus à Tripoli il y a quelques semaines, c'était, je crois, à cause de ces interventions-là et de cette tension qu'a créé le rapprochement. Et je crois que le rapprochement entre les deux camps internationaux, et je crois aussi que ce que nous allons vivre dans les prochains mois à Tripoli et à l'ouest de la Libye, des confrontements entre les groupes militaires, des attentats d'assassinat, d'enlèvement, et je crois aussi que nous allons vivre, je crois, et nous allons témoigner une course et une lutte pour contrôler les instituts financiers du pays. Et je crois, à mon avis, la communauté internationale doit faire un effort beaucoup plus important, et je crois qu'il est temps d'encourager un dialogue libyen et patienter un peu et écouter la logique des Libyens, ce que malheureusement ça n'a jamais été fait durant ces 10 années. Et merci. Merci Oussama pour ces propos introductifs, particulièrement clairs. Pour raison de clarté ou pour approfondir, Haftar, il s'agit bien du maréchal Khalifa Haftar, qui est chef d'une milice, qu'il considère une armée,
l'armée nationale libyenne, 25 000 hommes, qui se situe donc à l'est de la Libye, ce qu'on appelle la Cyrénaïque, qui a son fief à Benghazi. Fatih Bechaga, qui a été cité, ministre de l'Intérieur du précédent gouvernement, tous deux candidats probables à l'élection présidentielle, ancien ministre de l'Intérieur, et lui originaire d'une ville, Misrata, donc nous sommes dans l'autre partie de la Libye, donc la Tripolitaine. C'est pour ça qu'on parle souvent de deux régimes bicéphales, l'Est et l'Ouest, la communauté internationale ayant reconnu un gouvernement en 2016 et de nouveau, on y reviendra, en février dernier, qui a son siège à Tripoli, mais qui ne maîtrise pas la totalité du territoire, loin s'en faut. D'autant que le maréchal Haftar part du principe que ce qui ne peut pas gagner par les urnes, il peut tenter de le gagner ou le regagner par les armes. Il a lancé une opération en avril 2019 qui a échoué à quelques dizaines de kilomètres, allez, centaines de kilomètres, un petit peu moins de 100 kilomètres de Tripoli, avec ce nom ô combien emblématique, Tempête de paix, mais qui est une opération qui ne visait évidemment pas à cela, à bien conquérir le pouvoir par les armes. Troisième configuration. Et là, il menace même d'une nouvelle opération. Mais vous alliez en parler. Je vais vous interroger par rapport à ça. Il menace, s'il n'y a pas d'élection, de recourir de nouveau aux armes, alors qu'il n'a pas réussi à conquérir Tripoli. Donc, ce qui prouve peut-être son incapacité militaire, ou en tout cas sa volonté de ne pas forcément être un responsable politique, mais on y reviendra sans doute. Deux autres personnes à citer. Évidemment, on a parlé de la famille Kadhafi. Il reste encore des enfants Kadhafi. Un est ressorti, a été réexhumé, Saïf al-Islam, condamné à mort en 2011, gracié en 2015, et qui a fait acte de candidature à travers un certain nombre de médias, un certain nombre de médias écrits. On n'a pas encore vu son visage. On ne sait pas encore s'il est libéré, mais Saïf al-Islam... S'il y avait une photo avec le New York Oui, mais une Times. photo ne veut pas dire qu'il est bien précisément en capacité de faire une campagne. Justement, il n'y a eu qu'une photo. Par le journaliste, quand même. Oui, mais même encore une fois, c'est pas sûr. Encore une fois, je pose cette alternative en disant que c'est pas tout à fait sûr que Saïf al-Islam soit en capacité de physiquement concourir à l'élection présidentielle. En tout cas, lui aussi a dit qu'il serait candidat, un des 7 enfants du colonel Kadhafi. Et puis, bien évidemment, un autre personnage, Aref Ali Nayed, qui est un philosophe, un universitaire, qui lui aussi prétend gouverner la Libye. Je termine d'un mot. On a parlé de l'Est et de l'Ouest. On oublie souvent que la Libye, c'est aussi le Sud, la région du Fezzan, où précisément sur les 120 tribus que constitue ce pays se trouvent des puissantes tribus, les Touaregs, à la frontière avec l'Algérie, donc au sud-ouest, les Toubous, à la frontière avec le Niger et le Tchad, et puis bien évidemment, on pourrait rajouter aussi la tribu des Beni Fezzan ou des Libous, mais pour vous dire qu'on ne peut pas concevoir l'État libyen sans comprendre ce fait tribal, ce fait culturel, qui évidemment complexifie un peu la donne. Donc il y a bien 3 partis en Libye qui se font face, ou disons qui s'opposent, l'Est et l'Ouest, et l'enjeu est effectivement territorialement de gagner aussi le Sud, précisément où sont une bonne partie des champs pétroliers. Et c'est, je crois, la raison d'être des offensives menées par le maréchal Haftar depuis 2019, peut-être même depuis un petit peu plus de temps que cela. Liseron, Boudoul, vous qui êtes allé plusieurs fois à Tripoli, à Benghazi, nous voudrions avoir votre perception. Oussama a parlé de la psychologie libyenne, de la perception que les Libyens ont de la manière dont la communauté internationale n'a pas forcément accompagné ce processus démocratique après la révolution. Vous qui avez connu la Libye juste après la chute du colonel Kadhafi, dites-nous un peu votre avant et après, pardon, mais ce qui nous intéresse, c'est après. Depuis. Dites-nous un peu comment vous voyez la situation, oui, moi, et si vous avez la même perception que notre collègue. Moi, je suis un reporter de terrain, donc je vais vous parler du terrain. Donc c'est de l'info brute que je vais vous donner là. Et déjà, j'aimerais parler de ces Libyennes et de ces Libyens, parce que souvent on dit la Libye égale chaos. Voilà, ça paraît un peu abstrait, c'est choquant, et puis on oublie que derrière, il y a des êtres humains magnifiques qui ne sont pas du tout des guerriers dans l'âme. Et j'en ai rencontré beaucoup. Depuis 10 ans que je vais en Libye régulièrement, 1 fois par an à peu près. Et ces Libyens, vraiment, ils ont tout vécu. Alors, j'ai vécu aussi les étapes en y allant pour faire des reportages pour TF1. Mais ils ont vécu déjà la révolution. C'était pas simple.
Certains ont été meurtris, certains étaient pour, certains étaient contre. Il n'y avait pas 90% de Libyens pour la révolution dans la rue. Enfin, je ne l'ai jamais constaté en tout cas. Et puis ils ont eu des politiques plus ou moins corrompus qui ne sont pas restés longtemps. Puis il y a eu les milices qui ont pris le pouvoir, qui ont le réel pouvoir sur le terrain. Il y a eu la guerre entre les milices. Et puis il y a eu l'arrivée de Daesh. Daesh a même pris une ville, la ville de Sirte. Il a fallu 1 an pour sortir Daesh de cette ville. Ce sont les Libyens qui l'ont fait avec une aide internationale, bien sûr, l'aide des Américains, entre autres. Mais ce sont les Libyens qui se sont unis du Fezzan, de Cyrénaïque, de la Tripolitaine, pour aller sortir Daesh de cette ville qui en avait fait presque une capitale, comme Raqqa en Syrie. Et puis il y a eu cette nouvelle guerre il y a 2 ans, lancée par le maréchal, autoproclamé maréchal Haftar, qui a fait beaucoup de morts. Donc ces Libyens aujourd'hui, et vraiment je veux leur rendre un peu hommage, ils en ont vraiment marre, quoi. Ils n'en peuvent plus, ils veulent vivre en paix. Ça fait 10 ans que ça dure, l'insécurité au quotidien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours encore en ce moment des kidnappings, par exemple. Alors, bien sûr que c'est mieux que la guerre s'est arrêtée, on peut dire grâce ou à cause de l'intervention de la Turquie, mais enfin, si la Turquie n'était pas intervenue, je pense que le maréchal Haftar, 10 jours plus tard, entrait dans Tripoli. Après, on peut l'analyser comme on veut, mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ces Libyens, quand on leur parle d'une éventuelle élection, dans 85 jours exactement, ils se disent est-ce que c'est bien ça qu'il nous faut? La sécurité est un peu revenue, la paix, on commence à la sentir. Bon, il n'y a certes pas toujours d'électricité 24 heures sur 24, ça va un petit peu mieux, il y en a à peu près 5-6 heures par jour, me dit-on, quelquefois 10 heures même en ce moment. Les salaires sont versés à nouveau. Dbeibah, qui normalement devait amener la Libye vers ces élections, il semble pas trop en avoir envie pour le moment. En tout cas, c'est pas ce qu'il démontre sur le terrain. Il fait même une campagne pour montrer l'inverse, pour dire qu'il faut le soutenir et que en fait, lui, il aimerait bien rester plus longtemps. Peut-être qu'il fait aussi un business intéressant pour lui et sa famille. Mais enfin, tout ça fait que les Libyens se disent finalement, là, on retrouve un petit peu de vie, un semblant de vie normale. Pourquoi irait-on voter? Parce que si ça se trouve, on va voter pour quelqu'un, ça va déclencher d'autres crises, d'autres guerres. Et on va peut-être vivre, comme le disait monsieur auparavant, encore une fois, des combats, des morts, et ça ne se terminera jamais. Donc, beaucoup m'ont dit ces derniers jours, on demande un peu de temps pour s'organiser, pour voir qui se présente, pour voir quel est le cadre juridique dans lequel vont s'organiser ces élections. Et je pense qu'il serait temps aussi que la communauté internationale écoute les Libyens, le peuple libyen, et pas seulement les instances, l'ONU, pas seulement les politiques, tels ou tels, parce qu'encore une fois, il y a des candidats potentiels, mais ils ne sont pas réellement encore déclarés. Et c'est vrai qu'il y a une incertitude qui s'est installée, mais pour le moment, moi, je ressens que ces Libyens, ils n'ont pas envie de trop bouger et d'aller vers le choix de quelqu'un, parce que déjà, ils ne savent pas qui choisir. Voilà, pour le moment, ce que je voulais dire. Merci, Liseron, pour cette première perception de cette complexité qui a été, je crois, particulièrement bien exposée par Oussama et vous-même. Alors, j'évoquais dans mon propos liminaire le rôle de l'espace régional, négatif ou positif. Et évidemment, je me tourne vers Kader pour qu'il nous dise un petit peu, faire une sorte de revue de détail de la position des différents pays, en rappelant que principalement 2 pays partagent une immense frontière, l'Algérie à l'ouest, l'Égypte à l'est, et qu'on a eu dans les derniers mois le sentiment que l'un et l'autre, Abdel Fattah el-Sisi pour l'Égypte, le président Tebboune pour l'Algérie, voulaient d'une certaine façon avoir une préséance ou une capacité d'action. Le président algérien, le président Tebboune, lors d'une interview à Al Jazeera, a dit qu'il était prêt à intervenir. D'ailleurs, Kader y reviendra, le changement constitutionnel autorise les forces armées algériennes depuis novembre 2020, à potentiellement sortir de leur territoire. Peut-être est-ce là aussi
qu'il faut percevoir l'agenda futur de la Libye, mais l'Égypte a dit qu'elle était aussi prête à intervenir plus massivement. Elle l'est, aux côtés des Émirats arabes unis, qui, eux, ont des bases. Est-ce que, Kader, vous pourriez nous faire en quelques mots, en partant des... Je ne veux pas évidemment que vous décriviez l'agenda des 6 pays qui sont limitrophes, la Tunisie, l'Algérie, le Niger, le Tchad, l'Égypte et le Soudan, mais que vous nous donniez quelques éléments plus précisément sur les agendas les plus prégnants, et je pense notamment à l'Algérie. Merci Emmanuel et bonjour à tous. Pour être tout à fait en phase avec vous, il faut que vous ayez en tête ce que ça représente sur le plan géographique. Donc ayez présent à l'esprit la carte. Vous voyez Marseille, au sud de Marseille, le Maghreb, avec les 3 pays du Maghreb central que sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. La Libye et la Mauritanie sont des extensions de ce qu'on appelle depuis très longtemps l'Afrique du Nord, mais moi je n'aime pas cette terminologie, donc je crois qu'il est plus pertinent et plus juste de parler de Maghreb. Autour de ce Maghreb, des 5 pays du Maghreb, il y a un immense désert, le plus grand désert de la planète, qui s'appelle le Sahara, et un espace géographique qui va quasiment de l'Atlantique à l'ouest du Maroc jusqu'aux rives de la mer Rouge et qui s'appelle le Sahel, qui est aujourd'hui contaminé, concerné par ce qui s'est passé en Libye il y a maintenant 10 ans avec le déclenchement de la guerre franco-britannique soutenue par l'OTAN et les États-Unis. La déstabilisation de la Libye, la guerre en Libye, la chute du régime de Muammar Kadhafi, même s'il n'était pas très recommandable, a provoqué un séisme sur le plan de la géopolitique. Ça n'a pas changé les rapports de force. Attention, ce n'est pas la même chose. Mais cela a considérablement bouleversé les pays et les États qui se trouvent dans cet espace géographique. C'est ce que j'appelle les conséquences du souffle libyen sur le Maghreb et le Sahel. Je vais y venir dans un instant. La guerre en Libye a provoqué une déstabilisation dont probablement nos dirigeants politiques, les chefs d'État qui se sont lancés dans cette aventure militaire, n'avaient pas conscience avant la guerre, malgré, ou peut-être à cause, je ne sais pas comment il faudrait le dire, les tentatives d'un certain nombre de chefs d'État africains d'attirer l'attention de la France notamment pour dire attention à ce que vous allez faire. Attention à ce que vous allez faire parce que vous allez réveiller un monstre endormi dont on ne sait pas encore quelle sera sa réaction. Je vous rappelle que nous sommes en 2011 dans un contexte très particulier de l'histoire de cette région, avec des bouleversements politiques à venir ou qui ont déjà commencé, notamment en Tunisie, qui ont balayé un certain nombre de dictateurs. Je pense ici à la Tunisie, à l'Égypte, évidemment, c'est pas innocent, et plus tard donc à la Libye. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Encore une fois, le régime de Muammar Kadhafi n'était pas très recommandable. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Pour autant, comme le disait De Gaulle, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc, tous les dirigeants européens issus d'États de droit et de pays démocratiques ont toujours discuté, négocié, commercé avec la Libye, quel qu'il soit. Ici, la droite ou la gauche n'a pas beaucoup d'importance au sens où ce qui est important, c'est la continuité de l'État et notamment de sa diplomatie. J'insiste là aussi sur cette dimension. Aujourd'hui,
10 ans après ce que l'on a appelé, avec tous les guillemets qu'il faut, de prudence, les printemps arabes, qui n'avaient de printemps que le nom que l'on leur a donné, désolé, chers liserons, les journalistes, dont on se rendra très vite d'ailleurs, qu'ils étaient plutôt automnales, voire hivernaux, et peu printaniers. Je ferme cette parenthèse, ce n'est pas très important. L'enjeu, c'est que le régime de Mohammad Kadhafi avait au moins une fonction. Il avait ce que l'on appelle dans les relations internationales et que les diplomates acceptent, parce qu'il faut bien avoir une règle du jeu commune pour pouvoir se parler, pour pouvoir négocier. Et donc, dans les relations internationales, il y a un certain nombre de règles. C'est comme si vous jouez à la bataille, au poker ou à la belote. Il y a des règles. On peut essayer de tricher, mais déjà, il faut être un très bon joueur de cartes. Très bon. C'est ce qu'on fait dans les relations internationales. Tout le monde triche, tout le monde ment, mais il ne faut jamais se faire prendre. Ça, c'est une condition sine qua non, parce que sinon, votre parole n'a plus de valeur. C'est important. Elle n'a plus de valeur. Et donc, le régime de Kadhafi, quand il disait blanc, c'était blanc. Lorsqu'il disait noir, ça pouvait être noir. Mais on le jugeait sur pièce, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir dans un régime, dans une dictature féroce, dans laquelle, c'est important aussi, la Libye n'est pas un État. C'est un peuple sans nation. C'est une multitude, une foultitude de tribus. Moi, j'en ai dénombré 147. Donc, vous voyez que c'est particulièrement difficile de diriger un tel pays. Et le colonel Kadhafi avait concentré l'essentiel des pouvoirs entre ses mains. L'essentiel, vous savez, ça va très vite, hein, c'est maîtriser, contrôler le pétrole, notamment les ressources financières, et l'argent qui en découle pour permettre de mettre en place une police politique, une armée, des services de sécurité qui protègent non pas les citoyens, comme c'est le cas et comme nous vivons dans des systèmes où c'est le cas, où la police ou les gendarmes protègent, quel que soit ce qu'on peut penser, hein, par ailleurs, de la police et des gendarmes. Mais en tout cas, on est dans un état de droit. Et la loi protège. Là, ce n'est pas le cas. On n'est pas dans un état de droit, on est dans un état où règne l'arbitraire. Donc, ayez présent à l'esprit en permanence cela lorsqu'on évoque la Libye. Cette idée qu'il faut raisonner, non pas à partir de nos valeurs, de nos principes ou des schémas que nous avons, dans lesquels nous avons été éduqués, mais à partir de schémas qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Les réactions peuvent nous paraître à nous irrationnelles, mais elles ont une logique dès l'instant où on le comprend, où on l'intègre dans la société libyenne. Donc les logiques, les cohérences ne sont pas les mêmes et la rationalité n'est pas la même non plus. Ici, il s'agit essentiellement de conserver le pouvoir et de mettre tous les moyens à sa disposition pour garder le pouvoir, comme dirait quelqu'un, quoi qu'il en coûte. Voilà, je voulais très rapidement, brièvement, c'est un peu lapidaire, rappeler ce qu'est la Libye, qui n'est pas un État, encore une fois. C'est un peuple sans nation, hein, qui est fait d'un agrégat de tribus, donc un pays complexe sur le plan de son anthropologie, un pays difficile, et puis avec une population qui, aujourd'hui encore, fonctionne sur le mode tribal. Il n'y a pas de conscience collective. C'est moi et Liseron contre le reste de la salle, parce que nous sommes dans la même tribu. Je ne sais pas si, en disant les choses de cette façon-là, je suis clair, mais c'est le fonctionnement. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas des Libyens qui soient suffisamment articulés, éduqués, cultivés, pour comprendre
que dans les sociétés modernes, on ne peut plus vivre comme cela. Surtout pour des jeunes gens qui vivent, eux, connectés en permanence au reste du monde à travers Internet, les réseaux sociaux et tout ce que vous connaissez. Donc, qui vivent comme vous, en tout cas en apparence, et qui savent, qui ont la même, qui bénéficient de la même information que vous, et qui savent immédiatement lorsque leurs dirigeants mentent, racontent des histoires, des balivernes, etc. Donc, ça, ces schémas de pensée de la part des dirigeants, alors en Libye comme partout dans des régimes autoritaires, ne fonctionnent plus. D'ailleurs, on le voit. On voit que les peuples n'acceptent plus. Et c'est ce qui provoque aussi qu'il y ait de plus en plus aujourd'hui de contestations et parfois de soulèvements. Élargissons un peu. La Libye à l'est, ce pays du Maghreb, pas d'ambiguïté, frontalier de l'Égypte, qui a près de 1000 km de frontière avec l'Algérie, qui a une petite frontière de 400 km, un petit peu moins avec la Tunisie, et qui, par le fait que la Libye a été un État, c'est pas une dictature, c'est vraiment un État totalitaire. J'ai connu la Libye avant et après. Avec Kadhafi, la circulation des idées était absolument nulle. Absolument nulle, au sens où il n'y avait pas d'expression qui venait contredire le guide, comme on l'appelait dans ce pays. Là, l'environnement géographique était relativement différent, même si il faut... je fais vite. Synthétique. Pas vite, synthétique. On n'est pas dans un espace démocratique ni dans des États de droit. Tout le Maghreb. Après, il y a des variantes. La Libye a été un État qui, le colonel Kadhafi a quand même régné, duré pendant 42 ans. Pendant toutes ces années, la Libye est devenue un énorme arsenal militaire dont nous, Français notamment, mais pas seulement, les Occidentaux, les Européens, d'une manière générale, avons beaucoup profité parce qu'on vendait les armes. Lorsque le colonel Kadhafi était encore en fonction, il a contribué à financer, à armer, à apporter parfois un soutien diplomatique à tous les mouvements indépendantistes, séparatistes, voire les groupuscules terroristes, même y compris européens, que ce soit les Corses, les Basques, les Bretons, tout ce que vous voulez. Je caricature là encore. Et donc, nous étions informés de ce que la déstabilisation de ce pays allait provoquer. L'arsenal militaire de la Libye, après le début des bombardements et la mort de Kadhafi, a été disséminé à travers tout le Sahel. Et donc, il a eu une des conséquences dont nous payons aujourd'hui un tribut assez lourd en termes humains, c'est l'attaque ou la tentative de prise de la capitale malienne Bamako par des groupes terroristes, AQMI pour ne pas le citer, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pourquoi ? Parce que ceux qui se trouvaient en Libye sont repartis chez eux, notamment les Touaregs, mais pas seulement, avec des armes. Et ils avaient les moyens, dans un espace, dans un pays dont l'État était extrêmement fragile, de pouvoir enfin modifier les rapports de force entre l'État central de Bamako et les groupes pour lesquels eux se battaient. Et donc, nous, Français, sommes intervenus en janvier 2013 pour éviter... 10 janvier 2013, pour éviter que le Mali tombe dans l'escarcelle ou entre les mains des groupes terroristes. Donc vous voyez, c'est très rare ce genre de situation. C'est extrêmement rare dans l'histoire contemporaine qu'un conflit ait un effet quasiment mécanique sur un autre pays qui se trouve à des milliers de kilomètres de là. Là, ça a été le cas. La guerre en Libye a provoqué une déstabilisation du Mali dans un premier temps et de l'ensemble du Sahel aujourd'hui, avec pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons criminelles. On pourra
y revenir plus tard. Je passe très vite. Donc, voyez les conséquences, encore une fois. L'effet de souffle. Vous savez, c'est comme quand on est dans le réacteur arrière d'un avion. Les oiseaux qui se trouvent là sont aspirés par le réacteur. Là, c'est pareil. C'est exactement la même chose. D'un point de vue mécanique, je ne suis pas ingénieur aéronautique, mais j'observe que la mort de Kadhafi, la dissémination de l'arsenal militaire a provoqué la déstabilisation de la Libye, a provoqué un renforcement des groupes terroristes dans tout le Sahel et est aujourd'hui une menace pour des pays comme l'Algérie, qui n'a pas totalement réglé sa question terroriste, comme la Mauritanie, la Tunisie. Donc vous voyez, c'est l'ensemble du Maghreb qui est déstabilisé dans un contexte de recomposition géopolitique. Pourquoi ? Parce que la Libye a été l'occasion pour un certain nombre d'acteurs qui jusque-là jouaient un rôle secondaire en Méditerranée de pouvoir s'implanter. Emmanuel, tu as cité la Libye, je termine. La Turquie, la Russie et d'autres, les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc. On y reviendra peut-être. Donc, je crois que ce qui est aujourd'hui la question qui reste entière, la question que moi je continue à poser 10 ans après, quel était l'intérêt de la France de partir en guerre pour tuer Kadhafi et pour faire tomber ce régime? Donc, je n'ai pas de réponse. Là, je suis très sérieux. Vraiment, je n'ai pas de réponse rationnelle. Je n'ai pas de réponse en termes de relations internationales, en termes diplomatiques, parce qu'aujourd'hui, cela nous atteint comme un boomerang. Et je m'arrête là, j'étais trop bavard. Merci. Tuer Kadhafi, ce n'était pas dans le mandat initial. Hein. Il fallait juste protéger la population libyenne. Vous aurez compris que Kader faisait référence à un président qui se trouve être mis en examen aujourd'hui même. Je pense que c'est nul besoin d'évoquer son nom. Je crois que c'est très important cet effet d'aspiration avec ces Touaregs qui quittent avec armes et bagages le territoire libyen. Ces Touaregs qui composaient la Légion verte, la Légion islamique comme on l'appelait, supplétif du colonel Kadhafi. On estime, pour donner un chiffre précis, que 12 millions d'armes légères et de petit calibre ont quitté la Libye entre 2011 et précisément pour se retrouver dans ces conflits limitrophes. Ne pas oublier le Tchad, parce qu'une bonne partie de l'instabilité au Tchad depuis 40 ans résulte de la porosité de la frontière. Et de facto, tous ceux qui ont réussi à prendre le pouvoir ont été soutenus par Kadhafi ou sont venus du nord du Tchad. Puis ensuite, on fait une boucle pour aller atteindre Djamena, la dernière rébellion en date. Le Front pour l'alternance et la concorde tchadienne avait trouvé refuge dans le sud libyen et s'y trouve pour partie d'entre elles encore aujourd'hui. Donc il y a aussi cette implication qui ne touche pas seulement le Mali, mais le Tchad. Je me tourne vers Oussama pour lui poser une question qu'on a effleurée à travers nos prises de position. Quelle est la perception à Tripoli de cette ingérence internationale qui se caractérise par la présence de troupes étrangères ? Pour l'édification de chacun d'entre nous, a été signé le 27 novembre 2019 un accord de partenariat militaire et économique entre le gouvernement de l'époque, qu'on appelle le gouvernement de l'accord national, donc reconnu par la communauté internationale, avec son Premier ministre, Fayez al-Sarraj, et le président Recep Tayyip Erdogan. Cet accord lie militairement, économiquement, diplomatiquement et en termes de souveraineté maritime la Turquie et la Libye. Donc il y a des troupes turques en Libye, il y a des troupes émiriennes en réponse ou en synergie ou en opposition plutôt dynamique de l'autre côté, avec l'activisme très fort de son prince héritier Mohamed Ben Zayed. Il y a des supplétifs. Bref, quelle est la perception à Tripoli de la nécessité que tout ce beau monde quitte le territoire libyen pour que les Libyens, comme vous l'avez dit, Oussama, puissent se réapproprier leur destin? Je crois, pour la présence turque à Tripoli, à l'ouest, ça a été justifié parce que Haftar recevait un soutien de l'Égypte et des Émirats arabes unis, alors que le gouvernement de Sarraj n'avait aucun choix. Le seul choix qu'elle avait, c'était de trouver un allié pour se protéger et protéger Tripoli. Alors,
disons, un soulagement à la population de l'Ouest, parce que ça a fait arrêter Haftar et l'a empêché d'envahir Tripoli. Aussi, je crois que actuellement, la population, comme a dit Madame tout à l'heure, en a marre. La population veut que les forces étrangères quittent le pays. Mais, sous quelle garantie? Est-ce que la pression qui sera faite sur le gouvernement de Tripoli, une pression identique sera faite sur l'Est pour que l'Est négocie aussi le départ des forces émiraties ou le groupe Wagner. Mais alors c'est là le problème. Quand je parle avec même avec les groupes armés, quand je discute avec eux, ils disent, entre nous, on aimerait bien que les Turcs quittent. Mais ils me disent, alors c'est quoi les garanties? Si les Turcs quittent, qui va nous protéger de Haftar? Alors je crois que ça dépasse un peu les Libyens. Et je crois que nous avons besoin d'un accord entre les puissances régionales. Et c'est là où le rôle américain devient de plus en plus important. Mais je tiens juste d'abord à faire une petite remarque, parce que nous, dans notre centre, nous avons travaillé beaucoup avec les groupes armés, et j'ai eu la chance de les rencontrer, et même de rencontrer le maréchal Haftar, et de rencontrer Aguil Salah, Faïs Sarraj, Deiba, et tous les acteurs politiques et militaires. Est-ce qu'on pourrait juste monter le son pour que la voix d'Oussama ne soit pas couverte par la musique? C'est possible? Oui? Ok. Vas-y, Oussama. Vas-y. Alors là, je tiens juste à dire que le problème de la Libye, à mon avis, c'est pas parce qu'il y a trop de tribus et c'est tribal et tout ça. Non, je crois que le problème de la Libye, c'est qu'il n'y a jamais eu de réforme. Le problème ce que je distingue, c'est qu'on parle de la Libye si seulement elle existait après 2011 ou après 69. Mais on ne parle pas jamais de la Libye depuis 1951, et je crois que ce que nous vivons maintenant, c'est une conséquence logique de l'absence des réformes depuis 1951. À mon avis, ce que nous avons maintenant, appris après ces 10 années, je crois que ce que nous vivons maintenant est une conséquence directe de la politique de Kadhafi. Et je vous dirais même si Kadhafi était vivant, il aurait maintenant 80 ans, nous aurons une guerre entre les fils de Kadhafi, entre Saadi, Mu'tasim, Saif al-Islam, Mohammed, Khamis, et tous ces fils-là auront des milices propres à eux. Kadhafi, je dirais même pas Kadhafi, la Libye malheureusement a été créée de sorte à ce qu'il y ait toujours un leader et un seul qui dirige le pays. Au moment de la monarchie, c'était tout tourné autour du roi. C'était l'homme qui nommait le ministre, le premier ministre, les ministres, il les renvoyait, c'est lui qui décidait tout. Kadhafi a fait la même chose. Et je crois le problème de la Libye, si on étudie bien l'histoire moderne libyenne, c'est que ce qui s'est passé en 69 est identique à ce qui s'est passé en 2011. Et là, en 69 et en 2011, et j'en étais témoin moi-même et ma famille, mon père qui était Premier ministre à l'époque de la monarchie, je crois à ces deux époques-là, on sentait une faiblesse du régime, et alors, au lieu d'encourager les réformes, une décision qui a été prise de changer le régime. On brusque les réformes. Et je vais vous donner un petit exemple. En 2003, Kadhafi a reconnu la responsabilité de Libye dans l'affaire Lockerbie. Il a reconnu le projet libyen des armes nucléaires, je ne sais pas quoi. Alors pourquoi il a fait ça?
c'est parce que dans les années 90, il s'attendait à ce que la population libyenne le soutienne et à ce que des manifestations sortent dans la rue pour le soutenir contre l'embargo qui a été appliqué sur la Libye. Il a trouvé que la population ignorait et négligeait et ne le soutenait pas, alors la seule chose qu'il a faite, et le seul choix qu'il avait, c'est de reconnaître et de rectifier ses relations avec l'Occident. À cette époque-là, il y avait des voix libyennes qui demandaient à la communauté internationale d'exercer des pressions sur Kadhafi pour apporter des réformes, pour libérer les prisonniers, pour avoir une constitution, pour organiser des élections et pour former un gouvernement d'unité nationale. Ces appels-là ont été ignorés par la communauté internationale et Kadhafi a été reçu dans les capitales occidentales, à Lisbonne, à Madrid, à Paris. Alors, c'est la mauvaise lecture des dirigeants politiques à l'Occident de la mentalité des Libyens. Autre chose que j'aimerais là bien préciser, bon, il y a des gens qui visitent la Libye. Les vols entre Tripoli et Benghazi ne se sont pratiquement jamais arrêtés. L'électricité, même si il y a des coupures d'électricité, mais il y a des gens, des hommes et des femmes qui assurent à ce que les services soient fournis aux citoyens. Les écoles sont ouvertes, les universités aussi, les hôpitaux, les vols aériens. Le commerce, il est toujours là, il y a des biens dans les magasins. Alors là, il y a une population vivante qui travaille pour que la vie continue. Mais cette population-là, on l'ignore et on la néglige toujours. Je me rappelle une fois, il y avait on avait une réunion avec Kobler. Alors, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé d'organiser une réunion pour lui avec les groupes armés. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, Monsieur Kobler, c'est bien, bon, on veut bien le faire pour vous, ça n'a pas de problème, mais vous oubliez quelque chose. Vous oubliez ces hommes et femmes qui sont là, qui travaillent jour et nuit pour que la vie continue. Ces hommes et femmes qui sacrifient leur temps, leur vie, pour que vous puissiez venir à Tripoli et faire vos réunions. Écoutez-les. Réunissez, faites une réunion avec eux, parce que ces gens-là, ils peuvent avoir une influence considérable sur les groupes armés. Malheureusement, c'était trop tard. On essaie de faire de même avec Hassan Salamé. Il a accepté, mais la réunion principale, c'était avec les groupes armés et les représentants de la société civile étaient là, mais comme des observateurs, ils n'ont pas participé à la discussion. Et je crois qu'on va faire la même chose. On va faire et on va écouter les politiciens qui n'ont pas de base. Je les connais tous, ils n'ont pas de base. C'est des politiciens, si vous parlez de Maréchal Haftar, je crois qu'il y a des milliers de Libyens qui n'oublieront jamais, quand il était le commandant des forces libyennes à Tchad, leurs enfants, on prenait leurs enfants à la porte des écoles pour les envoyer faire la guerre au Tchad. Merci Oussama. Je vous propose qu'on vous arrête là par rapport à votre intervention. On vous reprendra après, parce que justement, vous avez soulevé une question que, pour le décryptage, Martin Kobler était le représentant spécial des Nations Unies, puisque les Nations Unies ont une mission, la MANUL, la mission d'assistance des Nations Unies en Libye, et son successeur, Ghazan Salamé, qui était présent à Normandie pour la paix il y a deux éditions, ancien ministre libanais, a donné sa démission en disant que si la communauté internationale ne lui permettait pas d'assumer son mandat, il n'avait aucune chance et aucune possibilité que la Libye puisse être aidée. Il a même parlé d'un coup de poignard, déjà lui, avant Jean-Yves Le Drian, de la part des membres du Conseil de sécurité, qui finalement lui n'ont donné un mandat impossible à mettre en œuvre. Mais c'était important de le rappeler. 1969, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un coup d'État. Le roi Idriss Ier est donc
renversé par le colonel Muammar Kadhafi, qui instaure ce qu'on appelle une Jamaria, arabe populaire et socialiste, une sorte de démocratie directe, démocratie plus intégrale, démocratie dure, qui s'inspire du modèle du panarabisme que l'on peut trouver dans d'autres cieux, en Syrie notamment, en Irak par la suite, avec la vocation d'avoir un nationalisme très fort, un souverainisme national d'inspiration marxiste, le centralisme démocratique, d'où ce que Kader évoquait, la capacité à penser autrement que dans la ligne ou dans la pensée du chef. Avec le petit guide vert. Avec le petit guide vert. Ouais. Accessoirement, l'actuel président tunisien, Kais Saïd, se revendique souvent de cette démocratie directe. Le coup institutionnel qu'il a fait le 25 juillet pourrait nous interroger sur les motivations ou les inspirations, mais c'est un autre débat. Liseron, je voudrais vous poser la question par rapport à ce qu'a dit Oussama. Vous qui avez rencontré les Libyens et les Libyennes, dites-nous vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent que la communauté internationale soit plus active, ou est-ce qu'ils estiment que leurs maux, leur douleur vient du fait que la communauté internationale s'est trop occupée de la Libye? Ah là, c'est très clair. En tout cas, depuis quelques mois, ils veulent régler la situation libyenne entre Libyens. Voilà, tous me le disent. Donc bien sûr qu'ils voudraient que les forces étrangères, qu'on ne voit jamais d'ailleurs sur le terrain, moi j'ai jamais vu les Wagner, j'ai jamais pu les approcher. Est-ce que vous avez vu les Turcs et les Émiriens? J'ai vu quelques instructeurs turcs, mais j'ai pas vu les miliciens syriens, y compris sur le front. Bon, il y avait peut-être quelques groupes qu'on voulait éloigner de moi et de ma caméra. Je conçois bien la chose. Mais enfin, on les voit, ils ne sont pas là dans Tripoli. Je sais qu'à Sirte, récemment, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui habite Sirte qui m'a dit qu'elle voyait les hommes de Wagner venir faire leurs courses, aller à la plage. Mais voilà, ils passent, on les croise, et puis le soir, ils rentrent dans leur caserne. Ils ne vivent pas à l'intérieur de Tripoli, ils ne vivent pas à l'intérieur de Misrata, ils ne vivent pas à l'intérieur de Sirte. Mais ils sont là, voilà. Et les Libyens aimeraient bien qu'ils partent, mais en même temps, certains pensent aussi que si les Wagner sont là et les miliciens turcs sont là, en tout cas syriens, c'est peut-être ce qui garantit aussi la pseudo-paix en ce moment. Donc ils sont un petit peu divisés. Mais bien sûr que leur réel espoir et leur réel désir, c'est de enfin pouvoir régler leurs affaires entre eux et qu'il n'y ait pas de pression de l'Europe, des États-Unis, de la Russie un jour, des Nations Unies, du Conseil de sécurité et d'autres institutions et d'autres représentants de l'ONU XY qui se succèdent et qui n'arrivent jamais au bout de leur fonction. Donc je pense qu'effectivement, comme le disait monsieur, à un moment donné, il faudra peut-être écouter ce peuple un peu plus précisément, un peu plus souvent, et puis faire attention à ce qu'il dit, et pourquoi pas en tirer quelques leçons. Alors est-ce que ces élections qui devraient arriver, qui vont certainement être repoussées, non, n'est-ce pas? Joker. Non, on posera les questions quand même avec Kader, je la poserai. Tout porte Il ne pourra pas ne pas me répondre. Tout porte à croire qu'elles devraient être repoussées. Est-ce que ces élections apporteront une solution? Encore une fois, les Libyens en doutent énormément. Alors la Turquie, elle est là. Quand on est à Misrata, vous y êtes allé, comme moi, on a l'impression qu'on est dans une ville turque. Tout est turc à Misrata. Les restaurants, les commerces, les femmes s'habillent comme les Turcs à Istanbul ou ailleurs. Donc voilà, la présence turque, c'est une évidence et les Libyens s'y sont faits. Et je pense que la Turquie ne partira jamais. Ça a au moins le mérite de la clarté. Bon, c'est très bien. Je voulais poser une rapide question à Kader et ensuite je vous promets consacrer un petit peu de temps, enfin du temps certain pour les questions. Il y a un pays dont on n'a pas parlé, Kader, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont soutenu l'opération otanienne, l'opération Harmattan, en fin 2011, automne 2011, avec la chute et la mort de Muammar Kadhafi en octobre 2011. Et pourtant, le président Obama a dit que c'était sans doute sa plus grosse erreur. Est-ce que, d'après vous, la nouvelle administration Biden a un regard un peu différencié par rapport à l'administration Trump, qui ne s'est pas beaucoup impliquée dans la stabilisation de la Libye, sans doute pour ne pas embêter la Russie et la Turquie? Les États-Unis viennent juste de nommer un envoyé spécial, Richard Norland, ancien ambassadeur des États-Unis en Libye.
comment est-ce que vous voyez un rôle positif, si vous voyez un rôle positif, et quel rôle pourraient jouer les États-Unis? Je précise que j'évoque les États-Unis car, pour l'instant, la position européenne est au mieux balbutiante. On ne peut pas ne pas imaginer que les États-Unis ne s'intéressent pas à ce pays pour des raisons assez simples. D'abord parce que les Russes et les Turcs y sont et qu'ils sont en train de devenir pour les États-Unis à tout le moins des rivaux. Ça, c'est au mieux. Et puis la Libye, ce sont les premières réserves de pétrole du continent africain. Ce sont les 9e réserves de pétrole mondiales. Donc, ça constitue un enjeu dans la géoéconomie. Et on ne peut pas s'en détourner. Petite nuance par rapport à ce que tu viens de dire, Emmanuel. Barack Obama n'a pas dit ce que tu viens de dire. Barack Obama, il a simplement regretté d'avoir trop fait confiance au président Sarkozy en ne faisant pas ce que les Américains appellent avec beaucoup de cynisme le service après-vente, c'est-à-dire l'accompagnement d'après-guerre pour tenter de stabiliser la situation. Il s'en est désintéressé après la chute du régime et la mort du colonel. Donc c'est le constat qu'a fait le président Obama, enfin l'ancien locataire de la Maison-Blanche, pour dire oui, c'est une erreur d'appréciation. Il le reconnaît, il le dit, il l'écrit dans ses mémoires. Est-ce que les États-Unis, est-ce que Biden aujourd'hui s'inscrit je ne crois pas du tout dans le sillage de Barack Obama. Je crois qu'il est plus retranché dans son pays pour tenter de résoudre éventuellement les problèmes qu'ont les États-Unis qui sont importants, notamment consécutifs à la pandémie en termes économiques et en termes d'emploi. C'est toujours ça, vous savez, l'obsession américaine. Hein. C'est toujours de rester. Et puis aujourd'hui, il y a un autre problème en termes géopolitiques qui émerge, c'est cette conflictualité des relations avec la Chine, dont nous ne sommes qu'au début de voir ou d'imaginer ce sur quoi elle pourrait déboucher, parce que je crois que personne ne le sait, et surtout que personne ne l'avait envisagé, parce que, comme on dit beaucoup à Pékin, mine de rien, la Chine a grignoté un espace jusqu'à se hisser aujourd'hui au plus haut sommet. Et elle est présente en Libye déjà, parce qu'elle essaie de contrôler tous les réseaux de communication et Internet, et c'est ce qui embête beaucoup les Américains. Elle était présente avant la chute, puisqu'il y avait 10 000 Chinois qui étaient présents avant 2011. Voilà. Vous avez raison sur les câbles sous-marins. Et évidemment, d'une phrase, et après on terminera rapidement pour donner la parole à nos amis, évidemment, les routes de la soie ont besoin, la Belt and Road Initiative, ont besoin d'États stables. Et donc forcément, les Chinois essayent de donner l'impression que si ni l'Occident, donc les États-Unis, ni l'Europe ne sont en capacité d'aider à cette stabilisation, pourquoi ne pourrait-il pas jouer un rôle plus actif? Peut-être qu'on verra la Chine être une puissance méditerranéenne encore plus fortement qu'elle n'a été jusqu'à présent. Juste un mot par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le panorama régional. Oui. Le premier pays dans lequel la Chine s'est implantée jusqu'à supplanter la France, c'est en Algérie. On est passé entre 2007 et 2011, en 4 ans seulement, entre 2002 et 2011, en 10 ans, de 0 à 135 000 ouvriers chinois, comme s'il n'y avait pas de chômeurs en Algérie. Puis le second pays, pour les mêmes raisons, à la fois garantir l'approvisionnement énergétique, le pétrole et le gaz, et en même temps faire une alliance avec un État fort comme l'Algérie, qui dispose aujourd'hui de la 2e armée en Afrique. Merci Kader. On va faire circuler le micro, donc n'hésitez pas à poser des questions, des commentaires, bref, forcément bref, je voulais avoir une séance un petit peu plus longue, on a 15 minutes. Donc je vois une main qui se lève, madame, oui. Monsieur ensuite, y a-t-il d'autres prises de parole? On va commencer par madame. Christine Holzbauer, oui, allez-y. Bonjour, Christine Holzbauer, je suis journaliste et j'ai eu la chance d'aller à Benghazi aussi. Vous avez mentionné, Emmanuel, tout à l'heure que la migration pourrait être, en tout cas, était très caractéristique de la désunion de l'Europe. Vous n'en avez pas du tout parlé. Je voudrais savoir où on en est, si le nouveau dirigeant de Tripoli continue à jouer le jeu des prédécesseurs, à savoir utiliser un peu les migrants comme monnaie d'échange et de pression sur les Européens, si vous avez pu
aller dans les camps. Moi, j'étais à Benghazi, la situation était très différente puisque le camp était exemplaire, il n'y en avait qu'un. Le camp était exemplaire et les migrants m'ont dit qu'ils étaient très contents d'être là et qu'ils ne voulaient surtout pas aller à Tripoli. Voilà. Merci Christine. On posera cette question à Oussama pour qu'il nous dise si effectivement le nouveau Premier ministre Abdelhamid Dabaïba, qui était ici il y a 2 ans aussi, et le nouveau président Mohamed El Menfi ont une vision différente des précédents responsables politiques. Tariq Mami. Bonjour, je suis journaliste, donc c'est une question de journaliste. Et j'allais dire un petit commentaire très bref sur les tribus libyennes. Les tribus libyennes ont une spécificité par rapport à d'autres, c'est qu'elles ne sont pas fondamentalement guerrières les unes contre les autres, elles sont fondamentalement commerciales les unes avec les autres. Et quand il y a des conflits entre tribus, ça se règle, j'allais dire, comme on est ici à Caen autour d'un thé, et ça ne se règle pas à coups de Kalachnikov. Or, l'image qui est envoyée, c'est que ces tribus se battent entre elles pour le pouvoir. Kadhafi a pu maîtriser ce pays par une gestion financière facile. Quand il y avait de l'argent, il ne donnait pas l'argent au peuple, il donnait l'argent au chef de tribu, et il lui dit tu régleras tes problèmes, et si les gens ne sont pas contents, tu es le responsable, c'est pas moi. Donc il faut avoir cette notion de mentalité, là je remercie Kader pour ça. C'est à chaque pays, quand on y va, il faut commencer par comprendre le mental, ce qu'on nous appelle en France le récit national de ces pays pour pouvoir faire des choses. Si on vient avec des tanks pour amener la démocratie, ça n'a jamais marché nulle part, et aujourd'hui on essaie de faire la démocratie avec des tweets, ça ne marche pas non plus. Ma question pour vous, chère madame, vous qui allez, moi j'ai fait pareil, avant et après, est-ce qu'il y a une dimension chez les gens, chez le peuple libyen en général, de regretter quelque part Kadhafi pour 2 choses, j'allais dire la richesse distribuée où les gens vivaient bien, et la sécurité? Est-ce que cette question revient, comme elle est revenue depuis à peu près 5 ans en Tunisie par rapport à Ben Ali, avec cette question, est-ce que ces régimes qui ne sont pas pour moi des dictatures, mais des régimes autoritaires et policiers, est-ce que les gens, dans ces 2 pays au moins, ne sont pas pour un confort matériel aux dépens un petit peu de la liberté d'expression? Alors qu'aujourd'hui, par exemple en Tunisie, il y a une grande liberté d'expression, mais il n'y a pas cette... Donc est-ce que les gens regrettent un peu Kadhafi pour ces 2 côtés-là? Et je vous remercie. Je complète la question. Est-ce que le prochain président ressemblera à Kadhafi? Peut-être, si on croit les sondages qui sont faits officieusement en Libye, Saif el-Islam Kadhafi caracole à 80%. Donc c'est pour ça qu'il embête énormément Haftar et d'autres puissances étrangères. Bon, il aura un petit problème peut-être pour se présenter. Il a envie d'être candidat, d'après ce que je sais. Mais il a quand même la Cour pénale internationale qui le recherche et le mandat est toujours actuel. Hein. Donc pour répondre à votre question, écoutez, c'est très clair. J'étais sur le front, donc il y a 2 ans, lors de la guerre lancée par le général Haftar, avec des révolutionnaires de Misrata qui allaient combattre l'armée libyenne du maréchal Haftar, avec ses miliciens aussi, puisque lui aussi en a un. Et puis là, je discute avec ce jeune milicien qui avait fait la révolution, la guerre contre Daesh, et qui maintenant se tapait sa 3e guerre, comme il me le disait, contre le maréchal Haftar. Et il me dit jamais, jamais, on fera tout, même si je dois mourir. Il avait déjà 2 de ses cousins qui étaient morts dans cette guerre. C'était au mois de juin, c'est quand vous y êtes allés aussi. Donc c'était le tout début, mais c'était déjà assez meurtrier. Il me dit jamais on n'acceptera Haftar, même si on meurt tous. Et beaucoup de jeunes de Misrata, vraiment toutes les familles sont endeuillées à Misrata, même à Tripoli. Mais enfin, le grand nombre de révolutionnaires venaient de Misrata. Et il me dit, on préfère Saif el-Islam Kadhafi. Alors quand on entend ça dans la bouche d'un révolutionnaire, on se dit que tous ceux qui sont plus modérés derrière ont aussi cette envie-là. Et effectivement, en me renseignant un peu plus largement, j'ai constaté que les souffrances ont été telles depuis 10 ans que certains, même ceux qui ont pensé, voulu, aimé cette révolution et ce qu'elle leur a apporté comme nouvelle liberté, se mettent à rêver d'un retour à ce régime qui leur assurait au moins la sécurité quotidienne, parce que c'est quand même ça aussi, la difficulté de vivre en Libye à l'heure actuelle, et puis des ressources financières, parce qu'il ne faut pas oublier que
depuis quelques années, il y a même des familles qui ont du mal à acheter à manger en Libye, alors que c'est l'un des pays qui regorge de réserves de pétrole. Donc, bien sûr qu'eux, ils pensent à ça aussi. Ils se disent, mais on pourrait vivre comme à Dubaï, mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux retourner à ce régime qui, certes, ne nous apportait pas toutes les libertés, mais au moins on vivait bien? Et puis, voilà. La réflexion se poursuit dans ce sens-là. Merci Liseron. On va poser la question à Oussama sur la nostalgie ou le nostalgisme ambiant à Tripoli ou ailleurs dans le pays. Et puis surtout pour répondre aussi à la question posée par Christine, de savoir si le nouveau conseil présidentiel a une politique particulière ou quelle est la position du nouveau gouvernement, donc issu d'un processus intra-libyen, un forum pour le dialogue politique libyen qui s'est réuni 2 fois à Tunis en novembre 2020 et à Genève en février 2021. Est-ce que la question migratoire est un sujet de préoccupation et comment est-ce qu'elle entend y faire face ou la résoudre? Oussama, rapidement, et ensuite je donnerai la parole à Kader. D'accord. Concernant les migrants, je crois que le gouvernement n'a pas une politique à ce sujet-là, mais je crois que les camps des immigrants, c'est sous le contrôle des groupes armés. Alors, je crois qu'elle passe par des groupes armés, elle essaye par des officiers de l'armée et de la police de convaincre ces groupes armés à mieux traiter les migrants. Et je crois qu'il n'y a pas une politique claire sur ce sujet-là. En ce qui concerne la nostalgie, moi, je parle en tant que Libyen, et je crois que c'est un peu difficile pour les Libyens d'accepter un retour de quelqu'un de la famille comme Kadhafi. Pour la simple raison, parce que les Libyens ont beaucoup souffert sous Kadhafi. Tout à l'heure, vous dites que les gens n'étaient pas pauvres. À l'époque de Kadhafi, ils étaient très pauvres. C'était juste 10%, 20% de la population qui en profitait. Mais la plupart des gens étaient pauvres. Si vous allez dans les petites villes, dans les petits villages, il y a quasiment rien. Mais je crois que ce que les gens cherchent à les écouter, ce que les gens cherchent à les comprendre, ils cherchent quelqu'un qui soit à leur écoute. Mais malheureusement, les choses ne permettent pas à ce qu'un homme politique ou une femme politique puisse sortir et puisse se présenter aux élections. Merci. Merci Oussama. Alors il y avait une question là, monsieur. Oui, monsieur Lamine, sans revenir sur la définition un peu réductrice de la Libye, si vous pouvez juste, voilà, et son organisation tribale, je ne voudrais pas qu'on occulte la responsabilité de la France. J'ai connu la Libye avant l'intervention et avant l'assassinat et non pas la mort de Kadhafi. Kadhafi a été abattu. Deux réalités, une réalité sociale, économique qui valait ce qu'il valait, mais les Libyens, les citoyens vivaient normalement. Certes, il y a le problème de la démocratie et la Libye d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on nous sort l'étendard de la Chine, de la Turquie, mais quid de la responsabilité de la France? Alors, un commentaire, Kader, par rapport à la responsabilité de la France. J'optimise votre question, ou je la positive. Quel pourrait être le rôle de la France qui va présider l'Union européenne dans quelques mois sur cette question libyenne et qui va réunir tout le monde le 12 novembre? Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit dans mon intervention, si ce n'est que j'ai toujours la même question depuis 10 ans. Pourquoi avoir pris la tête de cette guerre que parfois, quand je suis dans mon intimité, dans ma salle de bain, j'appelle croisade? Donc, je vous le livre comme je le pense. C'est comme ça que les chefs d'État africains l'ont perçu. Je vous le livre comme je le pense. Je me souviens d'un entretien avec le président Issoufou, le président nigérien, qui m'a fait la confidence qu'il avait appris le déclenchement de la guerre contre la Libye en écoutant la radio. Personne, ni le président Sarkozy, son homologue français, ni
aucun membre du gouvernement français n'a pris le soin de prendre son téléphone pour avertir ses alliés, ses amis continentaux. Personne. C'est dire l'état avancé de dégradation des relations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et qui commence il y a fort longtemps. Merci pour ces propos très clairs. Justement, il faut positiver un peu. Alors, vous avez une question, monsieur? Ben, attendez, sans micro, on ne peut pas vous entendre, parce que notre ami ne peut pas vous entendre non plus. Allez-y. En fait, je voudrais ajouter une chose. Il vient de souligner que le président Issoufou n'avait ni l'information et ils avaient tous découragé cette information du monde occidental, quoi. Vu les conséquences aujourd'hui que tout le Sahel est en train d'encourir, quoi. Aujourd'hui, si ce n'est pas que la Libye s'est effondrée, le Sahel allait demeurer pas du tout intact, mais les conséquences allaient être d'une moindre mesure. C'est ce que je voulais ajouter, quoi. Merci. Absolument. Le contexte, c'est que, pour que tout le monde soit au courant, lors d'une réunion réunissant plusieurs chefs d'État africains, dont le président Issoufou, qui n'est plus président du Niger, avec le président Macky Sall, c'était lors d'un forum à Dakar, beaucoup se sont étonnés devant le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, du fait qu'ils ont été tenus informés a posteriori. Comparaison n'est pas raison, beaucoup de chefs d'État africains semblent aussi avoir ce grief à l'encontre des décisions françaises de redéploiement de nos forces militaires actuellement au Mali et au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Il y a un peu de mauvaise foi de part et d'autre, mais c'est quand même une réalité que nous subissons. Oui, une question d'un jeune, très bien, allez-y. Bonjour, je m'appelle Warren du lycée Maupassant de Fécamp et j'ai une question. Pouvons-nous dire aujourd'hui que l'on est sur le long chemin vers les négociations intérieures tant réclamées par les Libyens et quelles étapes y a-t-il pour franchir ces caps de négociation clairement? Et pour compléter la question, les Libyens ont-ils à craindre les négociations après l'installation des Chinois en masse dans les pays du Maghreb? Votre question est exactement la question qui sera posée le 12 novembre. Quelles sont les étapes face à cet agenda très rapide qui advient? Peut-être qu'Oussama peut répondre à cette question et ensuite je ferai un dernier tour de table, à moins qu'il y ait une autre question. Alors, monsieur, alors on va prendre la question de monsieur et ensuite on donnera la parole à Oussama. Je m'appelle Achille, je suis du lycée Jean-Baptiste de la Salle à Rouen. Je voudrais savoir si vous continuez à croire à une stabilité après la future éventuelle élection prévue le 24 décembre. Est-ce que l'élection va régler le problème libyen, en somme? Merci pour votre question très claire à tous les deux. J'ai l'impression d'avoir mes étudiants devant moi, donc je suis très content. Oussama, on vous laisse répondre, ensuite Liseron et ensuite Kader. Bon, je crois qu'il est difficile de dire que les élections vont résoudre le problème. Je ne crois pas. Alors, ce qu'il faut faire pour la première question, je crois qu'il faut maintenant essayer d'encourager ou de voir un dialogue avec certains organismes ou instituts. Notamment, il y a, je crois que le syndic des femmes libyennes qui a récemment élu sa présidente et les élections ont été faites sur l'échelon national. Il y a les chambres de commerce. La chambre de commerce de Tripoli, c'est une chambre qui est très importante et je crois qu'il peut jouer un rôle. Et puis, il y a le syndicat des travailleurs. Je crois que ces trois organismes peuvent jouer un rôle, surtout que maintenant, les hommes politiques ont perdu leur crédibilité et il est important à ce que l'ONU et les pays membres du Conseil de sécurité s'ouvrent un petit peu sur ces organismes-là parce que je crois qu'au sein de ces organismes, toutes les tribus sont représentées, toutes les régions sont représentées et ils sont liés par des intérêts nationaux, des intérêts de servir la population ou de servir les femmes, l'éducation, le commerce et tout ça. Je crois que si on ne fait pas ça, on va rester toujours dans les mêmes problèmes parce que ça va toujours être superficiel avec des gens qui n'ont pas de racines et ne représentent rien. Merci pour votre question. Liseron, les étapes et oui, est-ce que les élections vont régler quoi que ce soit? Alors cette élection, si elle a lieu le 24 décembre, je ne pense pas qu'elle pourra résoudre le problème majoritaire qui est pour moi la division entre les Libyens, tant qu'il n'y aura pas un travail de réconciliation
je pense qu'on va au-devant de gros problèmes et qu'une élection, voilà, c'est bien d'avoir un nouveau président, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les milices gardent le pouvoir? Comment on partage ce nouveau pouvoir? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on répond aux attentes des nouveaux Libyens? C'est toutes ces questions qui sont sur la table et pour lesquelles il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle. Kader. On ne dira jamais assez à quel point la guerre de 2011 a ouvert une boîte de Pandore qui, aujourd'hui, nous donne un problème à gérer sur, je ne sais pas, un quart de siècle, 30 ans, peut-être plus, parce que nous sommes face à des problèmes, à des situations que nous n'avions pas imaginées avant la guerre. Qui plus est, nous sommes dans un contexte international de recomposition géopolitique, c'est-à-dire que les rapports de force sont aujourd'hui mouvants avec des acteurs qui émergent et qui réclament eux aussi une nouvelle place dans ce que l'on appelait dans l'autre siècle le concert des nations. Donc ils veulent une place, comme ils n'ont pas pu l'obtenir par le commerce, par la discussion, par la négociation, maintenant ils pensent qu'elle est plus à leur portée par la violence en utilisant les armes. Donc je crois qu'il faut que, pour qu'il y ait des élections, oui, ça fait beaucoup de si, hein, qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait une nouvelle loi électorale, il faut respecter les résolutions des Nations Unies, c'est-à-dire que toutes les milices rendent les armes, que les combattants étrangers quittent le pays et qu'il puisse enfin y avoir une réunion des deux parlements de Tobrouk et de Tripoli, afin que cette loi électorale, qui pour le moment n'a toujours pas été votée, puisse enfin l'être. Sinon, il n'y aura pas d'élection. On se retrouvera, vous et moi, le 25 décembre, ici, pour se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je rajoute qu'il faut aussi réformer une constitution qui n'a jamais été réformée, puisque après la Révolution, il y a eu une déclaration transitoire, provisoire, constitutionnelle, 2011, qui n'amende pas la Constitution de 1977. Donc, sur quelle base va se faire le changement électoral? Sur quelle base de recensement? Puisque la Révolution de 2011, les combats qui ont suivi en 2014 puis en 2019, ont arrêté le recensement. Donc, qui va voter? Et la question, peut-être que ce sera la dernière, avant que vous nous quittiez, que nous nous quittions sur un débat très riche, prospectif. Quid de cette jeunesse qui, in fine, n'a pas forcément connu la période Kadhafi et qui, pourtant, va être associée au destin d'un pays qu'elle a connu divisé, ravagé par la guerre, sous la prédation des puissances extérieures, avec, là aussi, ce paradoxe absolu. La Libye est immensément riche, avec une hypertrophie, avec une ultra-minorité de la population qui en avait bénéficié avant, et le sentiment, effectivement, que cette asymétrie territoriale fait que le premier enjeu, ce n'est pas forcément l'élection, c'est, comme vous l'avez dit, Liseron, la réconciliation, l'envie de rester ensemble, l'envie de rester libyen et de se définir comme libyen. Je crois que ce sera peut-être mon mot de conclusion si je ne vois pas de questions rentrer. Nous serions particulièrement vigilants à ne pas commettre un certain nombre d'erreurs qu'ont commis les Américains, et je vous incite à écouter le débat que nous aurons demain sous la férule de mon institut sur l'Afghanistan, à penser que la solution démocratique vue de l'extérieur, l'imposition sans concertation, sans appropriation, fonctionne. Ça ne fonctionne pas. L'interventionnisme, l'expansionnisme démocratique ou démocratico-occidental montrent que nous avons sans doute commis les pires des erreurs, ne pas associer les populations qui sont supposées être les premiers utilisateurs de cet élément qui permet plus de démocratie, le respect des droits de l'homme et plus d'introspection ou d'une certaine façon plus d'inclusion, au contraire de l'exclusion. Je crois que c'était ça aussi, les printemps arabes, et je crois que nous sommes en train de vivre en Libye ce qu'est la négation de ce qu'a été une bonne partie de cette idée de réforme, cette idée de volonté de s'exprimer, là où pendant près de 42 ans, peut-être même depuis plus de 70 ans, avec la monarchie qui n'était pas aussi démocratique qu'on le dit aussi, a pu évidemment obérer cette réalité. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre intérêt pour ce sujet.
Nos intervenants sont là encore, donc n'hésitez pas à les solliciter. Vous aurez sur le site internet, comme je le disais, la prise de parole de Emmanuel Adelrey, ex-vice-ministre des Affaires étrangères italienne. Merci Oussama pour votre intervention de l'extérieur. Je crois que vous étiez à Istanbul, mais votre centre de recherche est bien à Tripoli. Merci encore à tous. Et je crois qu'on peut tous, avant que vous quittiez la salle, applaudir nos intervenants pour la qualité de leurs propos. Merci beaucoup.